alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. C'est dans un temps tout grisounet et embrumé, mais super cosy, qu'on lance le tout pour la semaine. On est dimanche le 29 décembre et c'est la journée où on ne sait pas trop quelle journée on est, puis c'est bien parfait comme ça. Aucun plan particulier fixe pour la semaine, à part peut-être que j'aimerais ça quand même déterminer ce sera quoi ma dernière lecture de 2024. Puis peut-être que je vais peut-être travailler un peu sur mon top de l'année, ça me tente bien de faire ça. Mais sinon, rien de spécifique. J'ai terminé ma lecture hier, ouais, ma lecture en cours hier, mon super premier Michael Morpurgo. Puis j'ai pas de nouvelle lecture en cours. Je sais pas trop si je vais aller dans le livre audio ou si je vais me consacrer au livre papier. J'avais peut-être envie de lire le fameux dernier tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je sais pas si je me le garde pour le début 2025 ou si je le lis justement comme dernier livre de 2024. On va voir. Bref, je voulais juste lancer ça avec vous. Allez, c'est parti! Et bonjour! Alors, on est toujours... Est-ce que j'ai fait ça ce matin? Oui, on est toujours le dimanche 29 décembre. À contre-jour, je sais, mais je suis comme trop bien dans la chaise, donc j'ai un peu la flemme de changer de place. Je vous reprends parce que ben, finalement, je suis allée courir et j'ai trouvé une lecture audio. Et j'ai décidé que ma dernière lecture audio de l'année, ça serait une tradition parce que je me rends compte que je lis ce livre-là, je relis ce livre-là à chaque fin d'année, étrangement toujours à la même période. Je me suis rendu compte que je l'avais commencé l'année passée entre le 28 décembre, j'avais terminé le 3 janvier. On dirait que c'est comme ma façon de me bercer vers la nouvelle année. Et c'est ben, peut-être sans surprise pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, mais c'est le fameux euh, Rilla of Ingleside de Lucy Maud Montgomery. Donc, c'est le tome 8 de la série des Anne, techniquement. C'est un tome qui peut être à la limite lu de façon indépendante parce qu'on va vraiment suivre la petite dernière de la famille d'Anne et de Gilbert, alors que la guerre 14-18 se pointe à l'horizon. Et là, vous allez voir un lien si vous avez suivi mes derniers vlogs, c'est-à-dire que j'ai terminé le fameux Michael Morpurgo, qui était les enquêtes, la mystérieuse Lucy Lust, donc Listen to the Moon en anglais. Et ça se passait aussi pendant la guerre 14-18, mais près des îles britanniques, puis vraiment en tournant autour des exactions qui ont été faites, particulièrement envers des civils, mais comme justement en attaquant des bateaux qui n'étaient pas nécessairement, en fait, qui étaient censés ne pas se faire attaquer, mais qui ont été attaqués, dont le Lusitania, par les sous-marins allemands. Et je disais que la plume de Michael Morpurgo avait pour moi une certaine parenté d'émotion, de ressenti avec celle de Lucy Maud Montgomery. Bon, après, celle de Lucy Maud Montgomery est beaucoup plus bienveillante. Lucy Maud Montgomery, qui est un peu comme la Louisa May Alcott du Canada, c'est un peu plus bienveillant, mais c'est moins pontifiant, mettons, que les Quatre filles du Docteur March, là, pour ceux qui n'ont jamais lu Lucy Maud Montgomery. Et quand moi j'ai eu terminé le Michael Morpurgo, ça me donnait envie de relire Lucy Maud Montgomery, puis j'avais envie de poursuivre mon aventure du côté de la guerre 14-18. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le répéter parce que je le relis tellement souvent, mais en fait au moins une fois par année. Je pense qu'après ça, c'était 2 ans avant. Après ça, je pense que ça faisait comme 8 ans que je n'avais pas lu, mais ça devient presque une tradition. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Rilla of Ingleside, c'est l'histoire de Rilla, qui est la petite dernière, comme je vous disais, du couple Anne et Gilbert, qui s'appelle en fait Bertha Marilla Blight, mais tout le monde l'appelle Rilla. Et c'est une jeune fille qui, en 1914, vient d'avoir 15 ans, n'a pas nécessairement le goût de
poursuivre des études alors que dans sa famille, tout le monde pousse vraiment pour que les gens aient au moins un bac et tout, qui aspire à une vie tout à fait normale, une vie où le plaisir est au centre de tout. C'est quelqu'un qui sait qu'elle est jolie, puis qui en profite et tout ça, puis qui a juste envie d'avoir du plaisir et tout. Et ça va se passer à l'aube de ses 15 ans, alors que la guerre 1914 va être déclarée et que une bonne partie des gens à Fort Wayne, où est-ce qu'ils habitent, en fait, dont une partie de ses frères, vont se porter volontaires pour aller combattre l'Allemagne en soutien à l'Angleterre, puisqu'à l'époque, je vous rappelle, le Canada, en fait, toujours, le Canada est une colonie de l'Angleterre. On a une indépendance, mais on est quand même techniquement, on a encore la reine sur nos billets de banque. Donc, et à l'époque, au Canada, il y a eu des conscriptions, puis au Québec, c'était très anti-conscription. Mais dans le restant du Canada, il y avait quand même un grand sentiment de solidarité par rapport à ce qu'ils disaient être la mère patrie. Donc, les frères entre autres, de Rilla vont en gros partir à la guerre. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans la fleur de l'âge. Puis à l'époque, le 15-19 ans, c'était quand même l'âge où les jeunes filles s'épanouissaient, puis faisaient plein de trucs, essayaient plein de trucs. Puis il y en avait certaines qui se dirigeaient ensuite vers un mariage, d'autres qui décidaient d'embrasser des professions et tout ça. Bon. Et donc, une époque qu'on perçoit absolument comme rayonnante, pleine de possibilités et tout. Et c'est en fait l'histoire de cette jeune fille-là qui va faire partie de celle qui reste derrière. Donc, qui est consciente de la guerre, que ça l'implique de proche parce que ses frères sont concernés, puis ses amis et tout, et qui, finalement, se sent comme a l'impression que ça lui ferait du bien de faire quelque chose, mais elle n'a pas un tempérament d'héroïne, elle n'a pas un tempérament de sacrifice et de... Donc, c'est ça qui rend le roman encore plus intéressant parce que c'est pas dans son tempérament au départ. Puis en plus, c'est une petite fille. Je sais que 15 ans, c'est pas une petite fille, mais à l'époque, il était quand même maintenu beaucoup dans l'enfance. Il n'y avait pas d'adolescence. Donc, tu étais enfant jusqu'à ce que tu te maries, puis après ça, ben, tu deviens un adulte. Donc, elle est beaucoup maintenue dans mon côté infantilisé et tout ça. Puis, ben, c'est ce qui fait que c'est un peu comme c'est un roman de passage à l'âge adulte, mais aussi c'est un autre angle qui est moins, en fait, exploré, qui est la perception de la guerre par ceux qui restent. Donc, je me suis replongée là-dedans. Je vais vous en reparler sans doute quand je vais l'avoir terminé, mais j'ai décidé que ça allait être ma lecture de fin d'année. Je vais peut-être lire autre chose, mais celle-là, ça va être ma lecture audio. Alors, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Alors, je m'y replonge sans tarder. Allez, à bientôt! Et bonjour! Alors, je vous reprends. On est le lundi 30 décembre et comme vous pouvez le voir, je suis en mode confo. Aujourd'hui, c'est une journée grise, pluvieuse, humide. Puis, plutôt que de m'attrister sur la neige qui s'en va, j'ai décidé de juste me dire que c'est un signe pour se reposer entre, entre les festivités de Noël et ce qui s'en vient pour la fin de l'année. Je me suis dit que pourquoi pas. Bon, en même temps, je ne suis pas super difficile à convaincre, là, vous le savez. Moi, je suis vraiment super bien dans ces ambiances-là. Évidemment, si ça durait 30 jours de suite, j'imagine que non. Mais comme j'ai fait ma course hier, que j'ai pas à me demander si je vais courir aujourd'hui, que j'ai pas d'autres engagements, que j'ai juste moi dont j'ai besoin de prendre soin, ça me va tout à fait. Alors, je vous reprends juste rapidement parce que je suis en train de préparer ma fameuse vidéo, un peu mes lectures marquantes de l'année. Et si ça va, puis que j'ai la motivation et que l'éclairage collabore, parce que là, le seul inconvénient avec le fait qu'il fasse gris, c'est que j'imagine qu'à 3 heures, il va faire noir. Puis là, j'ai quand même des petites choses à faire à l'extérieur aujourd'hui, donc on verra. Mais bon, bref, si tout ça collabore et que j'arrive à monter le tout, vous devriez avoir la vidéo de mes lectures marquantes de 2024 pour le 1er janvier. Je vais la programmer. Elle va sans doute être enterrée, mais c'est pas grave. Je vais la programmer pour le 1er janvier à minuit. Donc, techniquement, minuit, heure du Québec. Donc, si vous me suivez de France, il va être déjà 6 heures chez vous. Mais je vais la programmer à cette heure-là. Comme ça, ben, ça sera un petit coucou de nouvelle année. Et j'ai reçu des trucs que j'avais commandés.
Et la raison pour laquelle j'ai déballé les boîtes, c'est que je ne vais pas vraiment faire de publicité pour où je l'ai commandé. Vous devez vous douter ce que c'est, le grand A. Mais j'ai réalisé que c'est en fait des livres qui n'étaient plus vraiment trouvables. Et c'est les fameux livres de Alex T. Smith, donc lui que j'ai écouté, celui que j'ai écouté en roman de l'Avent, How Winston Delivered Christmas. Et la raison pour laquelle je crois que ça se trouve plus, c'est que ça a dû être fait en édition limitée parce que c'est vraiment des romans de l'Avent, puis il y en a eu 2 autres après. Donc, j'imagine que c'est un peu comme les autres romans de l'Avent qu'on a chez d'autres éditeurs. Ben, c'est comme un peu, c'est un truc éphémère. Donc là, ben, je me suis dépêchée de prendre celui-ci, donc qui est celui que j'ai lu cette année. Et juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, en fait, à chaque journée, vous allez avoir un chapitre, comme ça ici. Donc, avec le texte, les illustrations. Et si j'ai bien compris, après chaque chapitre, à chaque jour, vous avez une activité à faire en famille. Donc, c'est encore plus chouette. Alors, voilà. Donc, cette édition-ci, je n'ai pas réussi à la trouver en version couverture rigide parce qu'évidemment, elle existait avant dans cette version comme celle-ci qui est celui que je compte lire l'année prochaine. Donc, How Winston Came Home for Christmas. Donc, voilà la suite. Dans le fond, le contenu, c'est le même. Là, c'est juste pour l'objet livre, mais il est quand même intéressant. Là. On a quand même une couverture même en dessous. Avec, avec un sapin en arrière. Oui. Et à l'intérieur, ben, en fait, c'est comme celui qui est en couverture souple. Donc, on a encore le principe de un chapitre. OK, je m'interrogeais parce que le titre est en français, mais non, c'est bien en anglais. Donc, ici, un chapitre illustré. Et à la fin de ce chapitre, je ne vais pas trop me divulgacher quand même. Une recette. Ah, ben là, c'est pour des madeleines. Ah, je sais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Donc, j'ai décidé d'acheter l'autre parce qu'il se trouvait. Je pense qu'il y en a un troisième qui est sorti, puis ça doit faire un bout. Parce que dans le fond, le premier, là, How Winston Delivered Christmas, ça remonte, je pense, à 2019. Donc, c'est assez impressionnant encore que j'ai réussi à en trouver. Celui-ci, je pense que c'est 2020. Puis les autres, je vais essayer de voir si je peux trouver le troisième. Parce que c'est trop des beaux objets livres. Puis je trouve que c'est tellement une super idée. Ça me convient totalement pour l'avant. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous montrer ça. Puis, je vais continuer à travailler sur ma vidéo. J'ai déjà fait ma sélection. Ça va être une giga vidéo parce que finalement, je décide cette année que je ne me tordais pas le cerveau à choisir à tout prix. C'est-à-dire que je suis allée avec les lectures marquantes. Je me suis basée aléatoirement sur les notations que je mettais qui sont en étoiles pour le moment. Mais bon, dans une application où habituellement, je peux mettre aussi des demi-étoiles. Puis j'ai misé sur les livres qui étaient vraiment 5 étoiles. Et je m'inspire là-dessus de voyons, Flo Books qui disait que, ben elle, en fait, elle parlait des coups de cœur et des coups de foudre. Dans le fond, pour moi, un 5 étoiles, c'est un coup de foudre. Donc, ça veut dire que tout est parfait. Tout est parfait. Je sais pas, ce qui est proposé, l'écriture, les personnages, l'intrigue, les émotions que ça fait vivre, le sujet abordé, la façon dont c'est abordé. Puis, si c'est à partir d'un 4 ou d'un 4,5, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais il y a des petites choses des fois qui peuvent m'avoir dérangé. Donc, je me suis vraiment concentrée sur les 5 étoiles, mais bon, il y en a plein d'autres qui m'ont marqué, puis que finalement ont eu peut-être des 4 étoiles, parce qu'il y a eu plein de petites choses vraiment qui m'ont dérangé, mais pas au point où j'ai pas eu l'impression que c'est une excellente lecture. Donc, c'est sûr que c'est toujours subjectif, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, je me suis basée là-dessus. Puis là, j'ai tellement de livres, mais j'ai réussi à faire comme 4 catégories. Donc, je vais faire 4 catégories. Puis, ben là, il me reste juste à trouver un ordre. Je serais peut-être pas obligée, mais je vais essayer de voir m'amuser, faire un ordre. Si tout va bien, je vous tourne ça aujourd'hui. Puis, je le monte demain. Puis, vous l'avez pour le 1er janvier. Si tout va pas comme c'est prévu, ce qui est correct aussi, peut-être que je tourne une partie aujourd'hui, peut-être que je tourne demain matin, que je fais un blitz de montage. Aucune idée. Idéalement, ce serait que je le tourne aujourd'hui. Mais on verra bien. Allez, à bientôt!
Alors, c'est parti pour 2025, on dirait bien. J'étais pas sûre si j'allais pouvoir aller marcher aujourd'hui ou courir, mais j'espérais. Puis finalement, la pluie est comme en semi-neige fondante, donc me voici. Après 2 jours complets de repos, entre guillemets, non, parce que je vous ai fait la vidéo récap de l'année que vous avez vue, qui est assez longue, mais là, dans le fond, aujourd'hui, on revient au moment de socialisation. Alors, je me suis dit qu'une petite marche en début de journée, ce serait bien. Sur fond de, comme toujours, mon fameux Rilla of Ingleside, qui est toujours aussi, je sais pas, c'est vraiment comme ma transition préférée entre 2 années. À la fois, c'est rassurant, en même temps, ça suscite la réflexion quand même. C'est le côté un peu insouciant et candide et rebelle de l'adolescence, même si à l'époque, entre 15 et 19 ans, c'était pas mal l'âge adulte pour une femme, mais puis en même temps, ça nous fait réfléchir aussi sur les conflits. Bien entendu qu'il y a un gros biais dans cette histoire-là, ben, pas un biais, mais c'est plutôt ça témoigne d'un état d'esprit qu'il y avait au Canada anglais à l'époque, c'est-à-dire que tout le monde s'est vraiment était très fier là, d'être une colonie britannique. Donc les gens sont portés volontaires pour aller combattre, ce qui était, comme je vous l'ai dit déjà, pas le cas au Québec, parce qu'il y avait une histoire différente, étant donné nos liens avec la France aussi. Bon, bref, fait qu'il y a ça quand même qui teinte l'histoire. Mais je trouve quand même que c'est une histoire qui est intéressante sur comment même les petites choses peuvent faire la différence, comment même les petites choses peuvent faire que par rapport à nous, à notre niveau, on a l'impression quand même que on peut être fier un peu de notre implication. Puis c'est pas nécessairement des choses qui sont flamboyantes ou que les gens vont reconnaître nécessairement. Bref, je suis avec lui là. Évidemment qu'il y a un peu de très douce et lente potentielle romance en arrière-fond, mais c'est vraiment en arrière-fond, là. Et Simone Montgomery, c'était pas la grosse affaire, vous savez, c'est toujours du supposément très slow burn, mais quand même, ça donne un petit piquant. Mais c'est surtout les personnages qu'on retrouve enfin, les personnages, en fait, les enfants de Anne qui ont grandi, qui ont des réflexions à avoir, qui ont des problèmes qui sont différents, qui sont des problèmes de grands, mais qui ont quand même le cœur d'enfant quand même, malgré tout. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je continue ma marche. Bonjour à vous. Alors, on est le jeudi 2 janvier et ben, je profite de ma dernière journée de pause des fêtes. Et d'habitude, j'arrive maintenant à pas voir à l'avance, disons, la fin d'un moment, que genre, à pas prévoir que demain je retourne au travail ou tout ça. Et là, on dirait que depuis 2 jours, j'y pense un peu trop. Puis c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que je suis vraiment bien dans cette pause-là. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est la journée où j'aurais le goût de faire
plein d'affaires ou rien du tout parce que justement, j'ai profité à 100% de ma journée. Mais dans le fond, en faisant ça, souvent, on fait juste figer puis rien faire du tout. Mais en fait, figer puis sans faire. Ça me dérange pas de rien faire, mais je vais pas m'en faire. Donc, c'est le programme de la journée aujourd'hui, c'est-à-dire profiter de la journée. Peu importe ce que ça veut dire. Alors, ben, comme vous pouvez voir, dans ce vlog-ci, il n'y a pas tant de lecture que ça. C'est drôle. J'ai pas. Je me laisse vraiment porter par ma lecture audio de transition, là, ma fameuse lecture que je fais finalement à chaque fin d'année, que je commence absolument le 29, puis je finis le 2-3 janvier. Je me rends compte que je fais ça maintenant à chaque année. Puis j'ai pas nécessairement commencé à me plonger dans d'autres lectures. Je sais pas, je suis comme pas pressée. Fait que c'est plus un vlog d'ambiance que vous allez avoir. Je profite des petits plaisirs. J'ai découvert, pas j'ai découvert, mais j'ai enfin fait quelques mini-puzzles que j'avais achetés, dont un très belle. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. C'est pas évident parce que les pièces sont vraiment petites, comparé, disons, aux pièces que j'avais pour le casse-tête de l'avant. Mais j'aime beaucoup ça. C'est comme. Puis les images sont vraiment jolies, puis bref. Fait que je sais pas trop. Peut-être que ça va être ma passion 2025. Des petits puzzles comme ça de temps en temps. Je vais peut-être en acheter quelques-uns. Puis tu sais, c'est sûr que j'y referai nécessairement. Là. C'est pas une fois qu'ils sont faits, je les laisse un peu là parce que je les trouve jolis. Mais après ça, je les défais, puis je les mets dans la boîte, puis je les referai à un moment donné. Donc, j'ai fait ça, mais il y a encore un peu de socialisation. Donc, vous me connaissez maintenant. Après la socialisation, habituellement, il y a au moins une journée ou deux pour rattraper. Là, j'en ai une. Demain, je recommence à travailler. Donc, c'est ça. J'ai pas envie de me presser. Je vous ai mis quelques images. En fait, il a recommencé à neiger aujourd'hui, puis c'est le fun parce que il y avait vraiment eu comme une grosse pluie glaçante. Tout était redevenu comme ben, quasiment vert. En fait, les gazons étaient quasiment verts. C'est un peu particulier. Peut-être que en Europe, c'est moins surprenant, mais pour le Québec, habituellement, c'est sûr que dans les dernières années, c'est arrivé plus souvent, mais c'est quand même à chaque fois nous autres surprenant parce qu'habituellement, le mois de janvier, c'est un mois habituellement où c'est très froid, où le sol est glacé, où il y a souvent de la neige résiduelle, de la glace. On voit absolument pas habituellement les parterres. Là, absolument, ils sont toujours sous une couche de neige ou de glace. Et puis là, ben, en fait, ben, depuis ce matin, il y a un petit peu de neige au sol, mais le restant, c'est vraiment. Les gazons étaient verts, il même pas eu le temps de jaunir tellement que ça a été une drôle de fin d'année au niveau météo. Donc, ça fait du bien. Ça, c'est comme un signe que ma journée va bien se passer. De la neige, c'est chouette. Puis sinon, ben écoutez, j'avais comme envie peut-être de. Je vous ai mis en ligne le fameux la très longue vidéo de bilan lecture et de mes lectures marquantes. Et je ne vais pas nécessairement faire une vidéo pour mes résolutions 2025, mais j'avais envie qu'on en jase un peu. J'ai pas de résolution, j'en prends plus vraiment des résolutions. Je préfère me résoudre à faire des choses spontanément quand j'ai envie de le faire, peu importe le moment de l'année, puis m'y tenir. Donc, mais par contre, j'ai regardé une vidéo de la bibliothèque de Laurie très récemment. Et elle faisait, puis là, j'oublie juste les données, ben, j'oublie juste le titre exact de ce qu'elle faisait, là, mais elle faisait un défi pour 2025, un défi lecture qui était organisé par un autre compte, puis qu'elle avait décidé de faire un petit peu à sa manière. Je vais vous remettre, je pense que c'est le compte Il est bien ce livre, dans mon souvenir, qui fait comme un principe de on pige un livre par mois, on emballe des livres, après ça, on les numérote. Elle tire un livre, elle tire un numéro, et nous autres, dans le fond, ça nous fait correspondre à un des livres qu'on avait mis emballé. Et il y a une séance de discussion, elle fonctionne sur Twitch. Moi, je l'ai essayé Twitch, mais c'est comme, je sais pas, j'embarque pas, peut-être que je sais juste pas par quel bout prendre. Bref, fait que ça, c'est le concept original. La bibliothèque de Laurie, elle a décidé de le faire quand même, mais je pense à sa manière. Je pense qu'elle l'ira pas non plus sur Twitch. Puis ça m'a donné envie de le faire, mais peut-être pas nécessairement, je sais pas si je vais suivre les tirages, les bien ce livre, mais j'avais envie de le faire parce que je trouve que c'est une bonne façon, en fait, de ben pas me motiver, mais me proposer moi-même des lectures qui sont soit qui me tentent super gros ou qui me sortent de ma zone de confort, des livres que j'ai dans la bibliothèque à lire. Puis c'est chouette, on aime ça, emballer, hein? On aime ça quand on déballe des choses dans l'année. Fait que je vais voir, ça se peut que aujourd'hui, si j'ai l'énergie, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ma bibliothèque. C'est sûr que, bon, je voyais que la bibliothèque de Laurie, elle faisait avec des livres du même format, d'un format court, par exemple, format poche et pas beaucoup de pages. Moi, j'ai des livres format poche qui sont particulièrement en français. C'est sûr que si je varie les formats, ça va être un peu plus difficile pour moi d'oublier quel livre est lequel. Fait que je vais essayer de voir si je peux ça m'en tenir à un format.
soit des couvertures rigides. J'ai quand même beaucoup de livres en version originale anglaise que j'ai en couverture rigide chez moi parce que je les prends souvent là, à la fameuse boutique dont je vous parle, qui est canadienne, qui en fait vend surtout des surplus d'inventaire de librairie. Et c'est tous des livres absolument que je veux lire, c'est juste qu'ils sont là, puis je ne les lis pas nécessairement à mesure. Donc peut-être que je préfère ça. Ça pourrait être mes livres en version originale à chaque mois. Puis ceux-là ont tous pas mal le même format. Donc je vais voir, mais ça me tente très bien de faire ça. Donc c'est plus. Il y a des années, je faisais des défis lecture avec 35, 50 contraintes à respecter, puis tout ça. Puis c'est le fun. C'est le fun quand on le partage avec quelqu'un. Je le faisais avec un de mes bons amis à l'époque quand je travaillais en bibliothèque ailleurs. mais bon, pardon, la vie étant ce qu'elle est et en ce moment, c'est pas nécessairement la réalité que j'ai. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire ce genre de truc-là. Puis dans le fond, au bout du compte, ça fait quand même des livres que j'ai envie de lire. Puis des livres que, absolument, moi, je lis vraiment juste avec qu'est-ce qui me tente de lire au moment où ça me tente de le lire. Puis le principe des défis littéraires, c'est sûr que ça nous met quand même une contrainte. Ça peut être créatif, mais des fois, ça peut devenir lourd, puis on peut se mettre de la pression. Là, maintenant, dans le fond, que je suis moins rendue dans cette dynamique-là, je me dis que ça serait peut-être un défi littéraire qui serait intéressant pour moi à faire. Donc, il y aurait peut-être ça que ça me tenterait de faire en 2025, ce genre de 12 livres numérotés, puis on pige, puis on déballe, puis on lit. Donc, je pourrais peut-être me trouver des livres pour lesquels je sais que je peux avoir la version audio. Comme ça, potentiellement, si jamais je les commence, je peux les terminer en transport. Bref, il y aurait ça. Sinon, après ma fameuse vidéo de statistiques, ça m'intéresserait quand même d'avoir une donnée que j'ai volontairement mis de côté. Je pense encore par crainte du jugement, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, les lectures audio, c'est pas de la lecture. En ce qui me concerne, c'est ce qui a permis pour moi de continuer à lire dans certains contextes de ma vie où j'aurais pas nécessairement eu la concentration suffisante pour le faire. Je lis pas uniquement en audio, mais je lis quand même beaucoup en audio en ce qui concerne les romans. Et c'est pas problématique pour moi. On dirait que j'ai encore l'espèce de crainte du jugement. Donc, quand je fais les recensions de mes lectures dans les applications de lecture, là, vous avez vu que j'utilise pardon, que j'utilise de Storygraph particulièrement et Babelio. J'utilise aussi Bookmary, qui est une application qui n'est pas une application de réseau social. Donc, je l'aime bien aussi celle-là pour... bon, j'en ai plusieurs en même temps. Je suis dans une phase où j'en utilise beaucoup. Goodreads, je l'ai fait par acquis de conscience, mais je l'utilise vraiment presque plus. Donc, je suis comme passée ailleurs avec Goodreads. Bref, dans cette application-là, on peut déterminer de sous quel format on a consommé le livre. Moi, comme souvent, je vais essayer en deux formats, j'ai tendance à les laisser toujours en format papier, parce que dans le fond, c'est plus facile pour moi de les recenser. Puis, ben, c'est quand même le fun de voir l'équivalent en pages que ça nous donne à chaque année. Mais, ça serait le fun que je sache quand même, quand c'est des livres que j'ai écoutés au complet en audio, que je le sache, parce que je serais curieuse de voir à la fin de l'année, finalement, quel pourcentage de livres que j'ai écoutés versus quel pourcentage de livres que j'ai lus en version papier ou en version numérique. Par curiosité, pas par... Puis, fait que je vais peut-être l'essayer. Je pense que dans l'application de Storygraph, on peut mentionner sous quelle forme on l'a consommé, entre guillemets, le livre. Et je pense qu'ils peuvent faire des équivalents. C'est de dire, mettons, ben, si c'est un livre audio, est-ce que tu veux que ce soit calculé en heures de lecture ou en pages? Et je vais voir, je vais explorer ça. Mais ça me tente quand même de le faire, on va voir. De toute façon, ça, c'est la réalité. Là. C'est juste que depuis 2-3 ans, je les mettais toujours en livre papier, mais dans le fond, c'était pour avoir mon nombre de pages, parce que c'était vraiment mon seul repère. Mais dans le fond, maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est de voir mes moments de, je sais pas, l'intensité de lecture que j'ai eue par mois. Donc, que ce soit, c'est en livre, dans le fond, pour moi, que je trouve intéressant de pouvoir déterminer. Est-ce que j'en ai lu, c'est-tu des longs livres ou pas? Donc, le restant, c'est pas pour avoir atteint un objectif nécessairement. C'est juste que c'est ça qui m'intéresse dans l'année, voir comment ça a fluctué, en quoi ça a rapport avec ma réalité et tout. Puis, ben, dans le fond, que ce soit des livres en papier avec des pages ou des livres en livre audio avec des heures à écouter, ça ne change rien, dans le fond, pour ça. Fait que je vais peut-être essayer ça. Et ma troisième résolution, ben en fait, elle commence mal parce que je vais recevoir quelque chose aujourd'hui. Je vais recevoir des livres que j'avais commandés dans un moment dans mon espèce de grisaille pas grisaille, mais moment où on ne sait plus trop où on se situe entre Noël et Jour de l'An. Il y avait des ventes, évidemment, le Boxing Week, puis j'avais commandé des livres à la fameuse boutique, comme je vous dis, qui vend des fins de ligne de librairie.
Et je vais le recevoir un colis aujourd'hui. Donc, c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais cette année, j'aimerais quand même ça, essayer de me concentrer sur les livres de biblio plus. Je le faisais beaucoup, beaucoup avant. Je continue à le faire, même dans l'année. En fait, la majeure partie des livres, selon moi, que je lis sont vraiment en bibliothèque. Donc, parce que souvent, j'apprends des versions audio en bibliothèque et tout ça. Donc, c'est pas que je le fais pas, mais puis c'est pas que je veux m'empêcher d'acheter des livres, parce que pour moi, ça fait partie des choses que j'aime faire. Ça fait partie des choses que j'aime aussi faire pour soutenir. Donc, bon, en ce qui concerne, mettons, la fameuse place où ils vendent des liquidations de livres, c'est moins le cas. Mais par exemple, si j'ai tout ce que j'achète en livre en littérature québécoise ou en littérature européenne, je considère que c'est un soutien en tant que tel, genre à l'édition ou à la maison d'édition ou à une librairie en particulier ou tout. Fait que ça, pour moi, je trouve ça correct. C'est juste que je me dis qu'il y a peut-être des choses que j'ai achetées puis que j'aurais peut-être juste pu lire à la bibliothèque puis décider après si je veux le garder ou pas. Donc, je trouve quand même que il y en a plusieurs que je vais acheter parce que je suis comme dans l'engouement du moment, puis que finalement, je vais lire, mais que peut-être que finalement, j'aurais pas nécessairement envie de garder. Donc, je vais peut-être garder mes achats pour des livres littérature québécoise, parce que pour moi, je trouve que ça fait vraiment une différence. Puis pour les autres, tout ce qui est européen ou anglophone, je vais peut-être voir, tu sais, de fonctionner différemment. Donc, pour moi, c'est pas un grand changement, là, c'est juste que j'aimerais ça juste me ramener un peu vers ça parce que de toute façon, bon, je travaille dans une bibliothèque, je suis abonnée à plein de bibliothèques, comme vous pouvez voir. J'ai pas encore annulé, excusez-moi, je me suis accrochée dans le rideau. J'ai pas encore annulé mon abonnement à l'ancienne bibliothèque, qui est encore valide, je pense, jusqu'à fin mars. Celle qui est à Saint-Jean, qui est très loin. Et en ce moment, j'ai comme 4 bibliothèques là, où je peux aller. Donc, donc, si je suis abonnée à 4 bibliothèques, techniquement, ça serait plaisant que je me concentre un peu sur ces livres-là. Mais c'est sûr que la réalité à la bibliothèque, c'est aussi d'accès aux nouveautés et tout. Puis comme je suis beaucoup de booktubers qui sont européennes pour le moment, j'en suis quelques-unes anglophones qui sont américaines ou canadiennes, ou je pense à britannique, une autre, bien, les dates de sortie à ce moment-là en anglais sont plus proches. Fait que c'est sûr que là, des fois, j'entends parler d'un livre, puis dans le fond, il est déjà sorti depuis un certain moment. Fait que c'est le fun, je peux déjà y avoir accès potentiellement en bibliothèque. Mais quand je suis beaucoup de booktubers européennes, bien, c'est que les sorties se font en Europe beaucoup plus tôt que pour nous au Québec. Donc, le temps que j'en entende parler, plus ça me tente vraiment de lire. Je suis tellement impatiente d'avoir accès parce que je viens d'être convaincue par des gens qui m'en parlent, puis je trouve ça super intéressant. Puis ça met, mettons, 2-3 mois avant d'arriver au Québec. Puis quand ça arrive, j'ai trop envie de le lire. Je me sens pas capable d'attendre même qu'éventuellement il arrive en Bibli. Puis en Bibli, c'est toujours un petit peu plus long parce que je fais partie de cette chaîne-là du livre, en fait, de la chaîne de documentation. C'est que on a les nouveautés, il y a des achats à faire en librairie, le temps que le livre soit finalement envoyé à la bibliothèque s'il est en stock, sinon commande, envoyé à la bibli, ensuite passer par le cercle du traitement documentaire et ensuite mis en circulation pour la clientèle. Mais c'est quand même un certain délai. Bon, c'est pas 3 ans, mais des fois, ça peut être 1 mois et demi, des fois 2 mois, ça dépend vraiment. Donc, on dirait que mon impatience là-dedans est un peu plus grande. Fait que je pense que ce serait plus là-dessus que je travaillerais, peut-être pour l'anglophone puis la littérature européenne, essayer de voir faire un peu la part des choses. Mais bon, c'est juste des idées comme ça. Alors voilà, vous avez eu mes 3 résolutions de l'année. Mes 3 envies de l'année que j'ai envie peut-être d'essayer. Puis on verra si je le fais ou pas. Je vous tiendrai au courant. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je retourne dans ma journée de congé. Et je vous reprends quand je peux. Allô! Alors voilà, je suis revenue finalement On a un peu erré ensemble aujourd'hui, mon amoureux et moi, qui est encore en congé. Puis on s'est ramassé des endroits que j'avais pas nécessairement l'intention d'aller. Finalement, on est très tôt encore en soirée, mais j'avais vraiment envie de me mettre en pyjama. Puis je me suis dit, dernière journée de congé, j'ai le droit. Alors, me voici en pyjama. Et j'ai reçu finalement, comme prévu, le fameux colis dont je vous parlais. On va l'ouvrir ensemble. Alors, c'est parti pour le bruit. Alors, me revoici. Ça va peut-être bouger un petit peu parce que vous êtes sur la table, puis bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors voilà, c'est arrivé en relativement bon état. Puis je viens de réaliser qu'il y en a un que j'ai acheté. Je pensais qu'il était en hardcover, mais je l'ai reçu pas en hardcover, mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord, j'ai acheté le tout nouveau Vera, je sais pas comment dire son nom, Brojol. Elle qui avait fait, ça se passe principalement dans un camp de pas scout, mais comme une certaine religion, je me souviens plus. Vera Brosgol, bref, son plus récent qui est
Plain Jane and the Mermaid. En français, je pense que c'est Jane tout court et la sirène, sans surprise. Et je sais même pas ce dont ça parle. C'est juste que j'avais tellement aimé cette autrice-là de roman graphique que j'avais vraiment envie de le lire. Puis c'est écrit absolument en langue originale, en anglais, donc j'ai juste pas attendu. Il est déjà sorti en français, mais j'avais pas nécessairement envie de lire la traduction. Donc je l'ai appris directement. Je vais voir si j'arrive à lire rapidement. Alors, ça dit que Jane est une personne absolument ordinaire. Tout le monde le dit, ses parents, les villageois, son cousin horrible qui est toujours en train de l'intimider. Et comme elle est déterminée à acquérir un peu d'indépendance, elle se prépare à proposer à Peter, qui... to the princely Peter, c'est peut-être un prince ou c'est juste une expression, je ne sais pas, qui va peut-être accepter de s'en aller loin de son père. Et c'est un super bon plan, sauf que, ben en fait, Peter va être kidnappé par une sirène. Donc, on est là-dedans. À l'intérieur, ça ressemble à ceci. Oups, lumière. C'est pas nécessairement pour le visuel, absolument, c'est assez utilitaire. Pour Vera Brageau, absolument, elle, c'est plus les personnages et les histoires qu'elle propose que je trouve vraiment intéressantes. Donc, voilà. Ensuite, vous allez voir les oreilles. J'ai le tout dernier livre de Sarah Nisha Adams, celle qui avait fait The Reading List, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai hésité avant de le prendre parce que je n'étais pas certaine. Ça a l'air d'être un peu une formule qui est relativement similaire dans le sens où c'est des gens qui sont seuls avec leurs problèmes, puis finalement, par un concours de circonstances, vont se ramasser moins seuls, ensemble, à travailler un peu sur aller mieux. Donc, c'est un peu ça le principe, mais dans différents contextes. The Reading List, ça met en scène une bibliothèque. Je n'avais pas trop le choix. Mais donc, c'est The Twilight Garden de Sarah Nisha Adams. C'est publié ici chez William Morrow. Et c'est... Donc, ça se passe à Londres, entre le numéro 77 et 79 de la rue Eastbourne. Et dans le fond, où il y a un jardin communautaire complètement négligé. Jadis, c'était super. Maintenant, c'est rendu vraiment juste comme un terrain vague et tout. Et je crois que c'est Winston qui habite au numéro 79. Lui, il aime ça, le fait que ce soit ensauvagé, disons. Et puis dans le fond, parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça lui permet de ne pas voir Bernice, qui est sa nouvelle voisine, qui a déménagé là avec son jeune fils. Les deux maisons partagent l'accès au jardin, mais Winston et Bernice ne sont pas exactement des voisins exemplaires parce qu'ils ne se parlent pas tant que ça. Bon, vous voyez un peu où ça va aller. Éventuellement, j'imagine que ce qui va arriver, c'est que peut-être que le jardin communautaire va être, j'imagine, menacé d'être fermé et que les deux vont finalement se mettre à l'ouvrage pour essayer de le garder en état. Donc, celui-ci. Sinon, je me suis fait plaisir. C'était même pas un hardcover, parce que dans le fond, je voulais l'avoir depuis longtemps. C'est un autre livre de Helen Hanff, celle qui a écrit 84 Charing Cross Road, 84 Charing Cross Road, qui était le fameux roman épistolaire dont je parlais, qui est en fait plus comme des mémoires épistolaires entre l'autrice et un libraire de livres anciens qui était à Londres, avec qui elle a correspondu pendant la guerre pour obtenir en fait des livres d'occasion, mais en relativement bon état, alors qu'elle était aux États-Unis puis qu'elle était en Angleterre. Et celui-ci, c'est, dans le fond, Q's Legacy, ça dit que c'est un récit qui... le récit d'une histoire d'amour qui dure depuis toujours avec les livres. Puis je pense que c'est en lien avec les livres de Sir Arthur Quiller Couch, qui était en fait qu'elle a fini par rencontrer, entre guillemets, par la découverte d'une série de volumes de ses cours ou de ses conférences qu'elle avait données, qui avaient été données par l'Université de Cambridge. Puis dans le fond, par le biais de ça, elle s'est mise à découvrir puis aimer la littérature. Puis je crois que c'est ce qu'elle nous raconte dans Q's Legacy. Donc ça a l'air vraiment intéressant aussi. Ensuite, on est dans les albums jeunesse parce que je me suis lâchée lousse. Je suis allée avec... celui-là, c'est moins une valeur sûre, mais il me tentait beaucoup. Donc, avec Peggy, ici. Et ça dit que c'est Peggy, une poule brave qui est en train de vivre une grande aventure. Donc, c'est Peggy qui, en fait, se fait par mégarde transporter, en fait, par le vent à partir de sa
banlieue vers un endroit qu'elle connaît absolument pas, c'est-à-dire la ville. Puis dans le fond, ça va être, j'imagine, son aventure, sa découverte, elle va faire des nouveaux amis. Ce qui m'avait séduite, c'est la prémisse et les illustrations. Donc, je n'ai pas dit c'était qui, c'est Peggy de Anna Walker. Celui-ci est publié chez Clarion Books, donc en couverture souple. C'est celui-là que je pensais que j'avais commandé en couverture rigide, mais ça se peut que ce soit moi qui n'ai pas vu. Sinon, j'ai pas pu résister à un nouvel opus d'une autrice que j'aime beaucoup, autrice illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sophie Blackall. J'avais lu son projet qu'elle avait fait sur les espèces de principes spotted. Donc, les gens qui écrivent, dans le temps, c'était plus populaire pour ce genre de communication-là, mais qui écrivent sur des groupes un peu fermés, genre sur Facebook, en disant, ben, je sais pas moi, à la personne qui avait trop de sacs d'épicerie dans le métro à telle heure, je te trouve vraiment brave, choses comme ça. Donc, c'est des gens qui n'osent pas se commettre dans la réalité, mais qui, par le biais de cette espèce de babillard virtuel-là, communiquaient indirectement. Puis, elle avait fait justement une espèce de colligé de ça, avec des illustrations, puis c'était comme super intéressant. Et là, j'ai pas pu résister parce que, tu sais, c'était elle, et ça s'appelle Negative Cat. Alors, dans le fond, c'est un chat qui n'est pas sociable. Et dans le fond, ça dit la plupart des chats aiment habituellement des jouets, des souris-jouets, même peut-être ronronne par moment, mais non. Max, lui, il préfère regarder vers le mur. Puis dans le fond, un par un, les membres de la famille vont essayer justement en fait, vont baisser les bras sur essayer d'interagir avec lui, sauf le petit garçon de la famille qui, lui, aime tellement son chat qu'il ferait n'importe quoi pour le garder, même si c'est quelque chose qu'il déteste ou dont il a peur le plus. Donc, je vais montrer un peu les illustrations. J'imagine que c'est quand il adopte un chat. Et que j'imagine que c'est parce que dans le fond, c'était un chat qu'il voulait absolument pas. Ouais. J'imagine qu'il va y avoir des conditions de ses parents pour garder le chat, peut-être s'en occuper. Puis dans le fond, c'est pas un chat qui est coopératif. Donc, celui-ci, ça me tente vraiment beaucoup. Celui-là, c'est quelque chose que, puis ça, ben en fait, ma mère qui va écouter sans doute les vlogs va sans doute les reconnaître, mais c'est des illustrations que j'ai retrouvées sur Internet. Donc, j'avais connu ça illustration par illustration. C'est le créateur ou la créatrice, je sais pas, s'appelle Souche. Et c'est des illustrations dans le fond, d'une histoire, une relation père-fille. Et, désolée, ça va être un peu complexe, mais... Bon. Donc, c'est celui-là ici. Ça s'appelle Dad by My Side. On va cacher mon chat. Dad by My Side de Chouche. Et c'est With Dad by my side, there's nothing we can't do. Donc, avec mon papa à côté de moi, à mes côtés, il n'y a rien que je me sens incapable de faire. C'est toujours juste des petites pensées, comment c'est à la hauteur de la petite fille, puis comment son père le réconforte. Puis c'est tellement des super illustrations. Évidemment, la perception de la petite fille, c'est que je pense que le père est comme... Pour elle, on dirait que c'est comme un géant, mais c'est parce qu'elle est tout petite. Ça ressemble un peu à ça. En tout cas, ça en tentait juste pour les illustrations. Donc, c'est parce que je l'avais vu sur Internet. Puis quand j'ai vu qu'il existait en fait en album, j'étais trop... je ne peux pas résister. Puis enfin, je me suis fait plaisir avec un livre un duo de créateurs que j'aime beaucoup qui s'appelle... En fait, ce sont des frères. Ou je ne sais pas si c'est vraiment des frères, mais ils s'appellent... Les deux ont le même nom de famille, puis ça s'appelle ici The Fan Brothers. Donc, c'est, je crois, Eric et je ne sais plus qui fan. Et c'est ce livre-ci. The Night Gardener. Puis là, ben, je pense qu'on va enlever le plastique. Ça va être plus facile pour vous montrer. C'est un livre que je crois avoir déjà lu, parce que actuellement, celui-là, je les lis immédiatement quand on les a. C'est juste que là, dans le fond, j'ai dû lire la traduction. Puis, dans mon souvenir, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais je ne m'étais pas nécessairement commise. Dans le fond, on est dans une section, une maison où un petit peu... Où, soudainement, du jour au lendemain, c'est un endroit qui est très ferme, et du jour au lendemain, en fait, comme si c'était magique, il va y avoir un hibou, un arbre en forme de hibou qui va apparaître dans le voisinage. Puis j'imagine que ça va avoir un impact sur l'ensemble des gens. Donc, je pense que ça va faire en sorte qu'il va voir les choses autrement, la nature autrement. Mais ça sent la transition vers, voyez-vous, on a comme la cohabitation entre un monde monochrome et quand ben là, voyez-vous, il change déjà de forme.
l'arbre ici qui est rendu en chat. On est rendu en forme colorée. Donc ça, absolument, c'est des univers super magiques. Donc j'ai vraiment hâte, sans faire des mauvais jeux de mots, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc c'était ça, mon espèce de book haul de Noël imprévu que j'avais faite. Parce que, tu sais, bon, il y avait des ventes, du Black Friday, pas du Black Friday, du Boxing Day. Puis ben, j'avais envie de me faire plaisir, donc c'est parti. C'est pour ça que je vous disais que c'était comique, que je vous ai dit que j'allais plus vers la bibliothèque. Disons qu'en temps normal, comme pour ces choses-là, ces livres-là, ce serait ce genre de trucs-là que j'aurais tendance à dire, ben là, voyez-vous, j'ai quand même acheté, c'est tous des autrices que je sais que j'aime puis que je veux absolument connaître. Donc, voyez-vous, Vera Brojol, Helen Hanff, Sarah Nisha Adam, Souche, que je ne sais pas si c'est une créatrice ou un créateur, Sophie Blackall et The Fan Brothers, c'en est toutes. Donc, je les ai achetés parce que je sais que j'aime qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça, pour moi, ce ne serait pas nécessairement ça qui serait concerné, mais ça serait plus des coups de foudre d'un coup, des moments où ça m'intriguerait, je voudrais aller voir plus loin, mais ça serait comme de vraiment les prendre en bibliothèque. Et voilà, justement, c'est pour ça que j'ai dit BD, c'est parce que je les avais devant moi, mais j'ai finalement décidé de me lancer dans les BD que j'ai emprunté à ma nouvelle bibli. Donc, la fameuse série L'Adoption, qui est en 2 cycles de 2 tomes chaque cycle. Et voyez-vous, ça, c'est des choses que j'en ai entendu parler beaucoup. Les gens avaient de super bons commentaires. Il y a un des créateurs que c'est Zidrou, que j'adore vraiment en BD. Et le sujet abordé m'intriguait vraiment. Puis j'aurais pu techniquement en acheter des BD, mais pour les BD, je commence vraiment à vouloir les lire avant puis voir si j'aime ça. Là, j'ai commencé. J'ai presque terminé le volume 1 et je m'apprête à choisir à lire le volume 2. Puis je pense que je vais voir comment la soirée va se passer, mais peut-être que mon but, ça va être de lire les 4, en fait, les 2 cycles, donc les 4 tomes, pour être prête pour l'arrivée toute prochaine, ou ça peut-être que c'est déjà paru, du 5e tome. C'est en 2 cycles. De ce que je comprends, c'est que... en gros, ce que c'est l'histoire de Kinaya, dans ce cycle-ci. De Kinaya, qui est une jeune fille péruvienne de 4 ans, qui est adoptée par une famille française après qu'il y a eu un gros cataclysme au Pérou, un séisme terrible. Ses parents sont décédés. Et elle est adoptée par un des enfants de ce monsieur-là et d'une dame dont j'ai oublié le nom. Je pense qu'il s'appelle Gérard. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Je ne me souviens pas. Mais bref, un couple. Et c'est, dans le fond, le fils de ce monsieur-là, ça fait des années qu'il veut essayer d'avoir des enfants avec sa blonde, puis ça ne fonctionne pas. Puis là, finalement, il décide de se tourner vers l'adoption, puis ils ont eu l'opportunité de justement faire peut-être la différence pour la jeune fille qui s'appelle Kinaya. Ils vont arriver. Puis dès qu'on commence l'histoire, j'étais sur les freins. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant un engouement. Les dessins sont intéressants, mais au départ, la prémisse, on nous présente les personnages. La femme de ce monsieur-là est super intéressante, elle semble ouverte d'esprit, elle est comme contente parce qu'elle va avoir une petite fille, puis que, tu sais, elle est comme, ah, ben c'est super bien dans le fond, tu sais, ils ont travaillé fort pour avoir l'adoption, puis là, ils ont l'opportunité, puis ça serait pas, on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner pour la petite fille, comment elle va se sentir, mais au moins, ils vont prendre, tu sais, ils vont essayer de lui donner cette opportunité-là. Alors que le monsieur, c'est un ancien boucher qui a toujours eu une boucherie pendant toute sa vie, puis qui a fini par passer les rênes, puis on sent qu'il a presque 75 ans, puis on sent qu'il est comme, il se sent un peu inutile. Puis là, c'est comme enfermé un peu dans ses affaires. Il voit ses vieux amis qui sont des anciens boutiquiers aussi, ben, comme pâtissiers, puis tout ça. Puis il y a une vue très fermée, avec des œillères, des propos même racistes par moments. Puis comme ça commençait de même, j'étais là... J'étais là, c'est pas super, on s'entend que c'est l'adoption internationale, fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils le mettent, mais c'était pas agréable à lire. Et puis, ben, tranquillement, ce que je comprends, c'est qu'au fur et à mesure, on va voir, ben, lui, dans le fond, dès que son fils lui dit qu'il est adopté, il est comme, ben là, ça fera pas ta fille vraiment. Peut-être c'est vraiment des gros préjugés sur l'adoption et tout. Mais on voit que sa femme est vraiment déterminée à dire, ben, c'est ta petite fille, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu vas en penser, c'est ça qui va se passer. Puis elle est vraiment motivée, puis dans le fond, dans l'engouement, il va ronchonner, puis éventuellement, il va finir par créer comme un lien quand même avec cette petite fille-là, qui tranquillement, qui va développer. Puis là, plus ça va, puis j'imagine qu'on va voir un peu, dans le fond, l'épanouissement de cet homme-là aussi, puis les œillères peut-être tranquillement tomber, puis justement, l'ouverture d'esprit avoir un impact sur sa vision des choses, puis comment peut-être il va s'exprimer, puis comment il va justement peut-être défendre ça par rapport aux autres. Donc, au départ, tout au centre, c'est l'adoption. Puis c'est pas jusqu'à maintenant l'adoption
En tout cas, dans les premiers moments, tu sais, la petite fille, à date, n'est pas trop apeurée, mais en même temps, elle fait pipi au lit parce qu'elle a été traumatisée. C'est pas toujours facile. Il y a des fois qu'elle va demander à voir sa maman péruvienne parce qu'elle a 4 ans, mais elle se souvient quand même de ce qui s'est passé. Fait que, on n'est pas non plus dans l'adoption magique, que tout est donc beau. Puis, tu sais, c'est une enfant qui a perdu ses parents, qui va être parachutée dans un autre pays, chez des gens qu'elle ne connaît pas, qui, même s'ils ils ont un grand cœur, ils vont l'aimer comme ils peuvent, pour elle, c'est pas quelque chose de connu. Puis en plus, elle va sans doute elle doit être en choc post-traumatique quand même. Fait que c'est quand même une grosse adaptation. Mais donc, on la voit aussi, elle, évoluer là-dedans. Donc, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Mais comme je vous dis, si jamais vous lisez comme les premières 5, 6, 8 pages, stressez-vous pas, là, c'est une mise en place. Puis c'est des extrêmes. Puis j'espère que ça se dirige vers où je pense, parce que sinon, je ne sais pas si je vais aller les 4. Mais si ça se dirige vers où je pense, puis justement, c'est comme l'éveil un peu de cet homme-là au fait que, dans le fond, il est vraiment dans les préjugés, puis dans le racisme, puis c'est comme vraiment pas cool. Puis qu'en fait, c'est sa petite fille, c'est le lien, l'important, c'est le lien qu'il développe avec elle, puis comment elle évolue dans tout ça, qui est un gros changement, puis qu'on sait pas toujours comment ça va se passer et tout. Puis je pense que dans le deuxième, ils ont l'air d'aller au Pérou, fait que j'ai l'impression que peut-être qu'ils vont aussi aller avec essayer de garder le lien avec son pays d'origine, essayer que, tu sais, ce soit pas non plus quelque chose qui disparaisse de sa vie. Puis aussi même la vision des choses des parents adoptants. Donc, le papa qui est comme super in-up, puis la maman adoptive qui entend sa fille adoptive, ben, sa fille, dire qu'elle voudrait revoir sa maman. Puis là, elle se dit, ben, est-ce que tu penses qu'un jour, elle va quand même être capable de nous conseiller comme ses parents ou est-ce qu'elle va toujours avoir sa mère adoptive en tête? C'est pas méchant, c'est juste humain. Fait que à date, ça me plaît bien. Donc, c'est ma lecture en cours. J'ai toujours pas terminé Ria of Eagleside, donc je vais terminer sans doute en livre audio. Demain, je travaille, donc je vais avoir des déplacements. À mon avis, je devrais l'avoir terminé peut-être demain. Je vais terminer avant la fin de ce vlog-ci de toute façon, donc vous allez avoir mon opinion, ma recension de ça aussi. Donc, ben voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour le moment. Alors, je retourne profiter du reste de ma pause, de ma journée, de ma dernière journée de congé. Puis après ça, ben, je vous reprends quand je pourrai. Hey, bonjour vous! Alors, me revoici. Donc, finalement, j'ai, comme prévu, fait mon marathon de lecture de la nouvelle série dont je vous parlais, qui est la série L'Adoption par Zidro et Monin chez Grand Angle, qui est un label des éditions. Finalement, j'ai dit Jungle, mais je pense que c'est Bambou. Donc, il y a 2 cycles. Et j'ai donc lu le premier cycle qui est composé de Kinaya et La Garua. Et le deuxième cycle qui est composé de Wajdi et Les Repentirs. Et ça m'a surpris. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. Là. Je vous parlais comme du premier tome. Puis en fait, il y a vraiment, au moment où je vous ai parlé, c'était juste avant le revirement de situation qui est majeur dans le premier tome donc de l'histoire avec Kinaya, la petite fille péruvienne de 4 ans. Dans le fond, ce sont des histoires d'adoption à l'international. Une histoire par cycle. Donc, dans le premier cycle, on va suivre Kinaya. Dans le deuxième, on va suivre Wajdi, comme vous pouvez en déduire. Et ça va être 2 familles adoptives ou 2 entourages adoptifs différents. Et ça va être 2 milieux différents aussi. Deux profils d'adoptants différents aussi. Des raisons un peu pourquoi ils veulent adopter et tout. Par contre, le point commun pour le moment, c'est que c'est pas toujours des adoptions qui se terminent bien. Donc, c'est pas des adoptions qui vont nécessairement fonctionner ou qui vont se passer de façon correcte, voire légale. Donc, vous voyez un peu dans quoi on va rentrer. Et on va être témoin de comment ça peut affecter l'humain, à la fois, évidemment, l'adopté surtout, mais aussi les adoptants autour, le cercle familial autour. Je vous disais que c'est, par exemple, dans le premier avec Kinaya, on voit le grand-père qui est d'abord très peu ouvert à ça, à l'adoption, qui même à la limite, il est pas mal fait des propos racistes. Il n'a comme pas envie d'aller vers la rencontre de l'autre. Et il va se passer un événement majeur qui va avoir un impact en plus sur sa perception d'un des membres de sa famille. Et il va couper un peu les ponts. Puis c'est sûr que dans celui-là, dans le tome 2, on va voir le grand-père qui va partir dans une quête en espérant
que les choses vont se passer de façon idéale. Puis finalement, on va se rendre compte que pas nécessairement. Puis que peut-être que finalement, la quête qu'il y a à faire, c'est peut-être pas en partant qu'il y a à la faire, c'est plutôt en se retournant un peu potentiellement vers les siens. Donc, j'en dis pas plus parce que c'est compliqué un peu de ne pas vous dévoiler qu'est-ce qui se passe. Puis dans la deuxième histoire, c'est l'histoire de Wajdi, qui est un jeune garçon de 10 ans qui vient du Yémen et qui s'est sauvé du Yémen avec ses parents. Puis on n'a pas beaucoup de détails, mais en fait, finalement, euh, il a perdu ses parents. En fait, ses parents sont... Tout le monde est décédé. Je pense qu'il y avait ses parents puis sa sœur. Puis il a continué pareil à marcher du Yémen. Il a marché vers un camp de réfugiés en Turquie. Puis finalement, il a fini par se ramasser. Tu sais, c'était comme une épopée effroyable. Puis pour un enfant de 10 ans, il a vécu plein de choses terribles. On le sent dès le départ. Et il arrive dans une famille qui est clairement pas prête à recevoir ça. Donc, c'est plus de l'extérieur, un type d'adoptant qui a des attentes par rapport à l'adoption de un enfant qui va juste effacer tout son passé et les traumas qu'il a vécu et qui le hante encore pour mieux s'inscrire dans leur quotidien à eux, qui est d'un contexte qui n'est absolument pas celui de l'enfant et tout. Donc, dit comme ça a l'air un peu de jugement, mais c'est quand même présenté comme ça. Et cette réaction-là de la famille, qui dans l'absolu représente peut-être une bonne partie, ben je sais pas une bonne partie, mais ça représente aussi des gens qui peuvent se permettre d'adopter à l'international, puisque il y a quand même des coûts et tout ça. Puis au départ, c'est pas des personnages dont on va avoir vraiment envie auxquels on va vraiment avoir envie de s'associer. On ne va pas se sentir interpellé. Il y a certains personnages de la famille élargie de ce couple-là qui adoptent, parce qu'en fait, ils ont déjà des enfants à eux. C'est juste qu'ils ont comme décidé d'adopter comme un enfant, finalement, pour plus tard, finalement. Donc, la seule chose qui nous fait s'accrocher un peu à ces personnages-là, c'est plutôt leur entourage qu'eux-mêmes. Mais en même temps, il y a un revirement de situation plus dans... Il y a un gros revirement de situation aussi terrible. Donc, ben pas terrible, ouais. Disons pas irréversible, mais qui pourrait très bien mal se terminer. Il y a une décision que vont prendre les parents adoptants qui, elle, est terrible, mais en même temps, c'est difficile de juger parce que j'ai jamais vécu, mais quand on se met à la place, par exemple, de l'enfant adopté, ben, en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça bouge beaucoup là-dedans. Puis, suivant tout ça, il va y avoir un basculement puis un éveil forcé, potentiellement, de tout le monde impliqué. Donc, c'est bouleversant dans les deux cas. Bien entendu, le réflexe que j'ai eu, c'est de m'identifier particulièrement aux enfants adoptés. Pas parce que je l'ai vécu, mais parce qu'on dirait que, tu sais, on voit vraiment l'histoire et tout ça. Puis j'ai été comme soufflée par ce qu'on me proposait, parce qu'évidemment que même si j'avais l'impression d'avoir une ouverture par rapport à ça, j'avais quand même des billets. Je m'attendais, je sais pas, à un certain profil de la part des adoptants qui était clairement pas au rendez-vous. Comme dans ma tête, idéalement, les adoptants n'ont pas ce profil nécessairement-là. Mais même ceux qui pourraient avoir l'air d'avoir le profil idéal, ben, dans les premiers cycles, on voit que... Bref. Donc, j'ai été vraiment bousculée, vraiment déroutée par bout. Puis j'ai eu de la difficulté à m'attacher aux personnages qui étaient les adoptants, particulièrement. Donc, j'étais vraiment comme en genre de réaction. En même temps, comme ça fonctionne par 2 tomes, donc par cycle, ça me permet quand même, comme lecteur, d'identifier qu'est-ce que nous, on perçoit comme potentiellement problématique, mais pas nécessairement, ben en fait, oui, là, sans donner d'excuses, juste de dire, ben ça, c'est vraiment problématique, mais d'être quand même témoin du fait que, humainement, finalement, même dans des situations où c'est, dans certains moments, irréversible, il y a des choses qu'on peut encore faire, ou indirectement, des choses qu'on a l'impression que c'est sans espoir, peut-être que les gens ont quand même la capacité d'aller chercher en eux autre chose, puis faire ressortir le meilleur. Donc, ça demande beaucoup de confiance en l'être humain, dans le côté qui peut s'améliorer toujours de l'humain. Puis comme j'ai pas tendance nécessairement à croire toujours à ça, j'étais vraiment en réaction contre les parents adoptants, mais c'est pas fait pour que ce soit des histoires d'horreur, c'est fait pour que ce soit des histoires... Parce que dans la vie, finalement, les adoptions se passent pas de façon nécessairement lisse. Puis c'est pas parce que c'est pas lisse que c'est pas positif. Puis c'est pas nécessairement lisse ni pour l'enfant ni pour les parents adoptants. C'est pas toujours évident. Il y a des enfants qui vont jamais réussir à sortir de leur trauma. Il y a des enfants qui vont toujours, en fait, souhaiter finalement retourner vers
leurs parents adoptifs ou leur pays d'origine. C'est tout à fait légitime dans tous les cas. Mais bref, il n'y a pas une histoire qui est pareille, puis c'est ce qu'on comprend en fait dans cette situation-là. Mais bref, je sais pas comment je me sens par rapport à la série, mais je sais que j'ai l'impression que c'est comme important de la lire. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Et il y a un 5e tome qui est sorti, comme je vous disais, qui est un tome qui, si j'ai bien compris, fait une fusion un peu des 2 bandes de personnages qui sont dans chacun des cycles. Donc, qui par, je ne sais pas quelle magie, Deus Ex Machina, va faire en sorte que ces 2 univers-là vont se rencontrer. Donc ça, j'ai bien hâte de les lire. Je ne vais pas regarder s'il était déjà disponible ou pas, mais si c'est le cas, c'est genre un de ceux peut-être qui est déjà sorti en France, puis là, il n'est pas encore rendu au Québec, puis c'est exactement les tomes dont je vous disais qu'il faut que je sois patiente, puis que j'attende qu'ils se rendent en bibli. Mais bon, ça va être dur pour ma première envie 2025 de passer en mode bibliothèque, là. Mais voilà, donc c'est ma petite recension. Ça va encore être un vlog très long, je vous avertis. Je vais voir, là, dans le fond, là, je vais sans doute peut-être juste vous revenir pour faire une courte recension de ma relecture de Ria of Ingleside. Puis je vais clore le vlog, puis j'en recommencerai un nouveau tout simplement. Là. Mais bon, je voulais au moins vous revenir pour ma lecture de fin de journée de grande pause des fêtes. Hey, bonjour! Alors, me voici en direct de la studio mobile, comme prévu finalement. Pause repas et j'ai terminé la relecture de Ria of Ingleside. Et c'était toujours aussi prenant, émouvant, satisfaisant, bref, réconfortant. Cette année, j'ai écouté une version audio que je pense que je n'avais pas écoutée jusqu'à maintenant. C'est la version audio qui est disponible chez RB Digital. Je vous mettrai la vignette. Et c'est une version audio complètement folle, dans le sens positif du terme. La narratrice est tellement excellente. J'en ai écouté des versions audio, puis j'ai pas vraiment besoin d'avoir une narration qui ajoute une profondeur en fait au texte ou un dynamisme et tout ça. J'avais pas nécessairement besoin de ça, mais là, c'est tellement bien fait. C'est fait avec justesse et elle est complètement impressionnante par rapport à sa capacité à jouer plusieurs personnages. Tout ce qui est dialogue intérieur de Rilla, parce que bien entendu, on va avoir la vision de Rilla pendant tout le long de l'histoire quand même. Ça va bien sûr osciller entre des moments où la narration devient omnisciente, puis d'autres moments où Rilla a fait ça une introspection, donc on a sa voix intérieure, où on lit des parties d'un journal qu'elle écrit. Et juste ces transitions-là, puis l'espèce de discours intérieur qu'elle arrive à rendre pour la partie comme ça qui est de Rilla, c'est tellement bon. On a vraiment l'impression que c'est une jeune femme de entre 15 et 19 ans, donc le côté ado, fraîcheur, candeur, pas toujours aimable dans le sens de, avec tout ce que ça peut comporter d'enthousiasme, mais aussi de certaines petites failles ou de petits défauts ou tout ça. C'est super bien fait. Donc, ça a été encore plus plaisant pour moi. Donc, j'en ai lu un petit peu en livre numérique, mais globalement, je l'ai écouté en livre audio parce que j'aimais trop, en fait, la version audio. Donc, je trouvais vraiment que la narratrice était vraiment bonne. Je pense que c'est Barbara, je me souviens plus de son nom. Je le mettrai aussi, je vous le remettrai. Mais chapeau à cette narratrice-là. Alors voilà, ça a conclu ma lecture de transition en 2024-2025. Donc, terminé le 3 janvier, comme la dernière lecture, pas mal. Ben voilà, puis en fait, là, je ne vais pas continuer de nouvelles lectures pour ce vlog-ci. Je vais clore le tout maintenant, parce qu'il est déjà quand même assez long. J'espère que ça vous a plu, ce vlog-ci. Ça va être un vlog plus d'ambiance et de transition d'une année à l'autre, avec quelques petites semi-envies ou objectifs pour 2025, puis mes premières lectures de 2025, sans trop de... C'était pas un feu roulant de lecture non plus. Fait que, ben voilà, moi, ça m'a bien fait plaisir de vous fournir un peu plus de contenu, d'ambiance aussi. J'espère que ça a été chouette aussi de votre côté. Alors, ben voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si le cœur vous en dit. Comment vous commencez votre année livresque de votre côté? Est-ce que vous l'avez déjà commencé? Est-ce que vous êtes complètement submergé par le temps des fêtes puis toutes les rencontres de famille qu'il y a eu, puis le retour au boulot, ou peut-être que vous n'avez jamais arrêté de travailler pendant le temps des fêtes? Donc, comment ça va sur ce front-là? Ça me fait plaisir de vous lire si vous voulez mettre un petit mot en commentaire. Puis, ben voilà, d'ici à ce qu'on se revoit, de joyeuses lectures, une belle année 2025 et à tout bientôt!